Il y a environ 2000 ans, sous le règne de Cléopâtre, la reine des reines, les Égyptiens parlaient comme ça. Ce langage n'est certes pas facile à comprendre. C'est pourquoi le film que vous allez voir sera doublé en français. Mais comme les techniques de l'époque n'étaient pas aussi parfaites que celles d'aujourd'hui, vous remarquerez que parfois, les mouvements des lèvres ne correspondent pas exactement aux paroles prononcées. Alors peut-être que vous avez reconnu ici le tout début de l'adaptation en film d'animation de 1968 du célèbre Astérix et Cléopâtre, qui est à l'origine bien sûr la bande dessinée très connue de Goscinny et Uderzo, qui ont eux-mêmes réalisé le film d'animation. Et ce film s'ouvre donc comme ça, par cette espèce de mise en garde très drôle et complètement anachronique, sur le fait que, étant donné que les Égyptiens ne parlaient pas français, leur doublure en français n'allait pas pouvoir suivre le mouvement des lèvres, comme si c'était de vrais acteurs qu'on filmait en fait. Mais à côté de ça, ça voudrait dire que, ok, les Égyptiens, ils parlaient pas français, leur doublure, ça va être un peu catastrophique, mais ça veut donc dire implicitement que les autres personnages, et en particulier les Gaulois, les héros de l'histoire, Astérix, Obélix, Panoramix, etc., et tous les autres, les villageois, tout cela, ils parlent sans doute français. Et que le ciel ne vous tombe pas sur la tête! D'autant plus que quelquefois, on croise des personnages comme les Gauls dans la bande dessinée, dont on comprend qu'ils ne parlent pas français à l'origine, notamment grâce à la police qui change. Donc on s'imagine un accent très fort, et sans doute une traduction. Alors qu'Astérix, lui, il parle sans doute français. Tiens, ça mord. Je ne mange pas de ça. Et ça, malheureusement, non. Non. Mais alors pas du tout. Alors je dis malheureusement parce que, quand même, quand on est enfant, je pense, et qu'on découvre Astérix, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'Astérix parle français, quand même, que ce soit pas une traduction. Ça, quand même, ce mix-là, il est juste génial quand on est gamin. Faire que dans l'imaginaire, Astérix parle français et soit français d'ailleurs, c'est une fiction anachronique super sympathique. Et c'est d'autant plus sympathique que ça fait écho à notre fameux Nos ancêtres les Gaulois, qui est une espèce de mythe de fierté nationale sans réelle valeur historique, mais qui a beaucoup servi en tant que symbole, surtout quand on l'associe avec l'autre symbole, ce fameux coq gaulois, qui est devenu historiquement et progressivement le coq français plus tard, et jusqu'à aujourd'hui, regardez les maillots de rugby par exemple. Super intéressante au passage l'histoire du coq comme symbole français, d'ailleurs ça je vous la conseille vraiment. Alors juste pour l'origine quand même, d'où est-ce que ça vient cette histoire de coq? Ça vient en fait à l'origine d'un jeu de mots latin, parce que gallus en latin, ça veut dire la Gaule et le coq en même temps, ça donnait gallinacé par exemple aussi en français. En tout cas, quand on est enfant et qu'on lit Astérix, on s'imagine parfois même assez intuitivement que nos ancêtres, les Gaulois, parlaient parfaitement français. 3 parts, j'ai dit. Ah oui, 3 parts. Et par contamination, si on veut, on se plaît à imaginer tout gamin, mais peut-être même plus tard encore, mais que les vrais Gaulois, comme Vercingétorix par exemple, eux aussi parlaient français. Ce qui est bien sûr totalement faux. Vercingétorix, tout comme Astérix et Obélix, sous couvert d'existence, parlait une langue celtique qui est justement le gaulois. Et ça, le gaulois, mais ça n'a juste rien à voir avec le français actuel, mais vraiment rien de rien. Alors je dis le gaulois, mais en fait pour être plus précis, il y avait beaucoup de langues gauloises différentes sur le futur territoire français, même s'il y avait un socle commun, c'est vrai, mais ça pouvait changer pas mal d'un village à l'autre, surtout quand on sait que les peuples gaulois n'étaient pas unifiés politiquement et se tapaient dessus assez souvent. Ah, voilà le printemps Astérix. Sans compter qu'il y avait géographiquement plusieurs Gaules en réalité. Il y a la Gaule cisalpine, la Gaule transalpine, la Gaule chevelue, qui sont des aires géographiques bien distinctes. Mais en plus, et ça c'est un vrai gros problème, c'est qu'on ne connaît quasiment rien de la langue gauloise, ou des langues gauloises si vous voulez. Parce que les Celtes, et plus particulièrement les Druides, se méfiaient beaucoup de l'écriture, sans doute par superstition. Et donc on a très peu de traces écrites des langues gauloises en fait. On a le plan de Larzac, on a celui de Chamalières, on a le plat de Lezoux évidemment, on a aussi le calendrier de Coligny, ça c'est pas rien, mais bon, c'est très lacunaire comme ressource. Mais en tout cas, évidemment, rien à voir avec le français. Pour vous dire, en français, il y a à peu près 60 000 mots, en gros. Et la grande majorité provient du latin, et on estime qu'il y a seulement 150 mots, grand max, qui nous viennent du gaulois. À titre de comparaison, c'est 350 mots de moins que ceux qui nous viennent par exemple de l'arabe. Vous avez d'ailleurs à ce propos le livre de Jacques Pruvot
vraiment excellent que je vous conseille, un peu provocateur dans son titre, Nos ancêtres les Arabes, qui tacle le fameux Nos ancêtres les Gaulois. Vraiment, je vous le recommande vivement. Alors en vérité, quand nous nous trouvons sous l'Antiquité, on disait qu'il fallait 3 cœurs. Et les 3 cœurs, c'était les 3 grandes langues de l'Antiquité. D'abord, bien sûr, le grec, ensuite le latin, et puis la langue arabe. Si on voulait être cultivé, il fallait pratiquer ces 3 langues. Et puis, en définitive, l'histoire de la langue française a été très marquée, puisque la langue arabe est la 3e langue d'emprunt. Quantitativement, après l'anglais, l'italien, vient la langue arabe qui a 4 fois plus, peut-être 5 même plus de mots arabes venant de l'arabe que de mots gaulois. En tout cas, parmi les 150 irréductibles mots d'origine gauloise, vous avez par exemple caillou qui vient de Caljo, vous avez mouton qui vient de Mouto, l'alouette aussi, ça vient d'Alaouda, la boue qui vient de Bawa, pareil pour la cervoise et le tonneau qui nous viennent du gaulois aussi. Mais ça reste une poignée de mots, vous voyez, et en fait le gaulois a quasiment complètement disparu. Sauf dans la toponymie, c'est-à-dire le nom des montagnes, des fleuves, des villes, et en fait le nom de tous les lieux en général. Par exemple, vous avez Paris, Verdun, il y a Bourges, Poitiers, Autun, vous avez Lyon aussi, et ça ce sont des noms de villes d'origine gauloise. Mais à part ça, dans la langue commune, il reste très peu de choses de la langue gauloise. Et aujourd'hui encore, comme on le disait, on ne connaît quasiment rien de sa syntaxe ou de son vocabulaire précis. En fait, le gaulois, il est considéré comme ce qu'on appelle une langue disparue. Et pour vous dire, une langue disparue, c'est le stade encore au-dessus d'une langue morte. C'est encore au-dessus de ça. C'est-à-dire que, en gros, schématiquement, d'abord, vous avez les langues vivantes qui sont parlées actuellement par des locuteurs qui l'utilisent spontanément. Ça, c'est super important. C'est qu'ils l'utilisent spontanément pour des communications interpersonnelles dans la vie quotidienne. Vous voyez, par exemple, quand vous dites « passe-moi le sel ». Bon, voilà. Et d'ailleurs, ces langues, c'est pas pour rien qu'on dit qu'elles sont vivantes. Parce que si on dit qu'elles sont vivantes, justement, c'est parce que, entre autres, tout comme les êtres vivants, elles évoluent au cours du temps. Il y a une véritable référence au dynamisme des êtres vivants, en fait, qui grandissent, qui évoluent, qui changent, etc., au fil du temps et des influences. Une langue vivante, elle évolue au fil du temps. Si vous prenez un texte de Rabelais, par exemple, auteur français, bonne chance pour comprendre, hein, dans le texte d'origine en tout cas, parce que pour le lire, on est carrément obligé de le traduire presque. Alors à ce moment-là, on parle de translation en français moderne et pas de traduction, parce que voilà, c'est du français au français. Bon. Mais quand même, ça n'est plus la même langue. Les langues vivantes, elles évoluent à travers le temps. Et par opposition, vous avez les langues mortes, ou alors on dit aussi les langues éteintes parfois. Moi j'aime beaucoup et je préfère cette image de langue éteinte. Et alors ces langues-là, elles n'évoluent plus du tout. Hein. C'est par exemple le latin ou le grec ancien pour les plus connus. Mais le truc, c'est qu'il y a encore actuellement des locuteurs de ces langues mortes ou éteintes, mais c'est juste que ces locuteurs, ils ne l'utilisent pas pour de la communication dans la vie courante. Ils ne l'utilisent pas spontanément, si vous voulez. Prenez le latin, par exemple, alors on l'étudie, on peut le parler pendant des messes même, ou au Vatican, mais on ne l'utilise pas dans la vie de tous les jours, et on ne l'utilise pas spontanément. Sauf peut-être pour se marrer, mais bon, ça reste marginal. Hein. En tout cas, après ça, après les langues mortes, il y a des langues que même si vous voulez les apprendre, vous ne pourriez même pas, parce qu'elles appartiennent à une 3e catégorie de langues, c'est les langues disparues. Et là, on est vraiment dans le stade ultime, c'est-à-dire que vous n'avez plus du tout de locuteur et plus personne n'est même en mesure de vous l'expliquer au niveau de la syntaxe ou du vocabulaire. Pour le gaulois, par exemple, personne ne sait parler le gaulois. Ça a disparu. On ne sait même pas ce que c'était que sa structure syntaxique fondamentale. Voilà, c'est une langue qui a disparu. Alors au passage, vous avez des langues encore aujourd'hui qui sont dans une espèce d'entre-deux. On dit qu'elles sont en voie de disparition, exactement comme pour les espèces d'ailleurs. Vous voyez, il y a vraiment une proximité entre les langues et les êtres. Vous avez des langues vivantes, des êtres vivants, des langues en voie de disparition, des espèces en voie de disparition. C'est quand même assez notable comme lien. Et des langues en voie de disparition dans le monde, il y en a vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup. Mais pour vous donner un exemple d'une catégorie que je trouve fascinante, ce sont les langues sifflées. Notamment en France, il y a la fameuse langue sifflée de la vallée d'Aas qui est en voie de disparition donc, mais ça c'est complètement dingue quand même. Oh, Neto!
Voilà, ça, moi, j'avoue, ça me scotche à chaque fois. En tout cas, le gaulois, lui, il a bien disparu. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que nos ancêtres, les Gaulois, ne parlaient pas une langue qui est une ancêtre de la nôtre? Et bien ça, c'est en grande partie dû au fait qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains ont envahi la Gaule avec à leur tête le fameux Jules César. Or, les Romains, en conquérant, ont apporté par conséquent avec eux leur langue, c'est-à-dire le latin. Et là, le latin, donc, s'est imposé, mais chose intéressante, pas par la force. C'est juste que le latin est devenu la langue de l'armée, de l'administration, du droit, mais même les commerçants parlaient aussi latin. Et donc les Gaulois ont abandonné peu à peu leur langue d'origine, sans compter que pas mal de Gaulois parlaient déjà latin avant l'invasion romaine, notamment pour commercer avec les marchands de l'Empire romain, justement. Donc bon. Et alors là, ce qui se passe de remarquable, c'est que d'un côté, vous avez les Gaulois moyens, disons, ceux de la plèbe, on pourrait dire, qui adoptent le latin populaire, qui était entre autres parlé par les soldats de l'Empire romain. Et ces Gaulois adaptent ce latin populaire à leur prononciation en le déformant déjà un petit peu. Vous voyez. Mais à côté de ça, vous avez aussi d'autres Gaulois, érudits et aisés ceux-là, qui eux étudient le latin classique parlé par les Romains érudits des classes sociales aisées. Et ce qui est notable, c'est que la plupart des mots qu'on a en français aujourd'hui viennent justement de ces deux types de latin qui se sont imposés en Gaule. Le latin populaire et le latin classique. Par exemple, pour dire cheval en latin populaire, on disait caballum, ça donnait notre mot cheval, mais en latin classique, on disait equus, ce qui a donné notre équitation ou équestre, par exemple. Autre exemple, pour dire grand, en latin populaire, on dit grandis, ce qui a donné notre grand, voilà, mais en latin classique, ça se dit magnus, ce qui a donné magnifique, magnificence, magnanime, et les magnums aussi. Mais bon, là, pour bien comprendre la suite, il va falloir qu'on fasse un peu d'histoire plus précise si on veut, parce que sinon on risque de ne rien comprendre au pourquoi du comment avec les fondements de l'histoire de la langue française, qui est quand même nécessaire pour bien comprendre les fondements de la littérature française justement. Donc là on va faire un petit peu d'histoire, mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Alors si vous voulez un autre exemple d'opposition latin classique versus latin populaire, il y a le mot tête. Alors ça c'est marrant parce que tête ça vient du latin populaire testa, qui veut dire à l'origine en fait un pot en terre cuite, c'est une amphore, vous voyez. Et en fait testa, ça a sans doute été employé dans la langue populaire au départ, comme on dirait aujourd'hui, il n'y en a pas lourd dans la marmite quoi. Et puis aussi parce qu'un crâne, ça ressemble pas mal à un vase ou à une amphore en fait. Et en latin classique, en revanche, le mot tête, il se disait caput, ce qui a donné notre mot chef, qu'on retrouve d'ailleurs, ça c'est marrant, on le retrouve, le mot chef, on le retrouve dans ce sens-là, dans le mot couvre-chef, voilà, c'est marrant. Mais il y en a tellement de ces mots, enfin c'est délirant, il y en a que c'est complètement dingue. Alors je vous conseille d'ailleurs à ce titre l'excellent ouvrage d'Alain Rey, le dictionnaire historique de la langue française. Ça c'est extraordinaire ce truc, c'est fantastique. Mais enfin, faites gaffe parce que, alors ça c'était une prof de grec qui me disait ça, faites bien attention parce que si vous mettez ce livre dans la petite bibliothèque de vos toilettes, vous n'en sortirez jamais. D'ailleurs en parlant de ça, j'y pense, c'est dans la thématique justement, si vous ne le connaissez pas, un petit poème pour la route, ça s'appelle Le Petit Endroit d'Alfred de Musset. Alors ça fait « Vous qui venez ici, dans une humble posture, de vos flancs alourdis, déchargez le fardeau, veuillez, quand vous aurez soulagé la nature et déposé dans l'urne un modeste cadeau, épancher dans l'amphore un courant d'ondes pures et, sur l'autel fumant, placer pour chapiteau le couvercle arrondi dans l'auguste jointure, aux parfums indiscrets, doit servir de tombeau. C'est quand même pas mal ça, mettez ça aux toilettes, c'est très bien fait. Hein.